Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous accueillons Robert Charvin. Bonjour à toi Robert. Bonjour. Alors Robert, tu es professeur émérite à l'Université de Nice, agrégé de la faculté de droit. Tu étais responsable de diverses ONG et membre du PCF depuis 1960. Tu as également été un élu municipal dans le département des Alpes-Maritimes. Et tu es l'auteur de plusieurs ouvrages comme La colère des peuples, sorti à Investigation en 2022, Comment peut-on être coréen du Nord, sorti chez Delga, ou encore Mouammar Kadhafi, une tentative pour changer le monde, aux éditions Delga également. Alors peut-être pour commencer cet entretien, Shlomo Sand, dans son dernier livre, nous explique que la question des droits de l'homme en Palestine surpasse désormais, sans toutefois l'occulter, la question de l'autodétermination, et en même temps l'Occident justifie leur massacre par ces mêmes droits de l'homme. Peux-tu nous donner un peu ton éclairage sur cette question? Oui, moi ce qui me frappe d'abord, c'est l'extraordinaire catastrophe que vit non seulement le peuple palestinien, mais chaque individu. Parce que chaque Palestinien, aujourd'hui, se trouve conditionné par le territoire qu'il habite. Alors on a d'abord tous les réfugiés qui sont dans différents pays, qui sont soumis évidemment à la loi nationale. En Cisjordanie, il y a 3 statuts, dans des zones différenciées entre catégories A, B et C. 3 statuts qui fixent le degré d'autonomie ou de domination d'Israël dans la zone. Ensuite, il y a la situation de Jérusalem-Est. Et enfin, il y a la zone de Gaza qui est encore différente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de citoyens palestiniens, il n'y a que des citoyens soumis à des statuts très différents et tous très restrictifs, au point qu'ils sont plus des sujets que des citoyens. Tout ceci me laisse à penser que finalement, la question des droits de l'homme en Occident a été une très large mystification. Pendant des décennies, l'Occident a avancé l'arme des droits de l'homme comme une arme de guerre contre l'Union soviétique, à cause de ses insuffisances démocratiques. Mais dès que l'Union soviétique s'est effondrée, a disparu, la question des droits de l'homme ne s'est pratiquement plus posée. Petit à petit, on a vu se dégrader l'intérêt qu'ont eu les médias occidentaux ou les gouvernements pour la question des droits de l'homme. Ce qui veut dire que c'était un artifice. Avec Israël, on atteint des sommets. 45 000 morts approximativement, reconnus, plus tous ceux qui sont sous les décombres et qu'on peut-être retrouvera évidemment décédés dans les années qui suivront la paix, qui finira bien par arriver, sans qu'il y ait de réaction vraiment très forte des autorités occidentales, quelles qu'elles soient, évidemment particulièrement des États-Unis, mais aussi de la France, qui ne fait pas beaucoup d'efforts en la matière. Ce qui veut dire encore une fois que la question des droits de l'homme était une question tactique et non pas du tout stratégique. La question des droits de l'homme, en fait, était un prétexte pour dissimuler une politique impériale, et ça s'est vérifié avec la question d'Israël. Donc Israël a une importance universelle dans la matière, elle est révélatrice de la vérité, elle permet de déchirer les voiles qui ont été fabriqués par les Occidentaux. Aujourd'hui, on voit très bien comment il y a une grande complaisance à l'égard d'Israël dans les médias français, une grande complaisance dans l'Union européenne avec les régimes Orban, avec le régime polonais, avec les républiques baltes, etc., avec une grande indifférence, pas la moindre sanction pour ces pays, alors que ceux qui sont sanctionnés, c'est le Venezuela ou Cuba, dont on voit bien qu'ils ne provoquent pas dans leur environnement beaucoup de massacres et de répression. Avec même le recours à la guerre, dans l'indifférence complète, l'OTAN contre la Russie, etc., etc. Les poursuites qui n'existent pas contre Israël malgré son intervention, contre l'Iran, contre le Yémen, contre la Syrie, contre le Liban encore aujourd'hui, ce qui montre bien que finalement la question des droits de l'homme ne l'emporte en rien sur les préoccupations stratégiques de l'Occident qui veut maintenir son hégémonie qui dure depuis des siècles. Et puis, peut-être une question majeure qu'il ne faut pas oublier. La guerre n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Elle a commencé il y a bien longtemps avec le démantèlement de l'Empire ottoman qui a eu le malheur de s'allier avec l'Allemagne qui a perdu la guerre de 1914-1918. Et depuis 1918, il y a effectivement une sorte de double jeu occidental qui essayait avec les Arabes de les faire patienter et qui préparait en même temps, avec le Front juif et le mouvement sioniste, la création d'Israël.
Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah a déterminé la création d'Israël, où tous les États sont responsables, y compris l'URSS, qui avait soutenu la création d'Israël au milieu du monde arabe, comme pour s'en débarrasser. Donc en fait, et si depuis 1948 la situation s'est aggravée, ça fait au moins 75 ans que le problème est posé frontalement. 75 ans, c'est vraiment beaucoup plus que l'année qui a suivi le 7 octobre 2023. Et ça a été une grande astuce des médias que d'insister sur le fait, comme si c'était une réalité, que la guerre aurait commencé le 7 octobre. Ce qui permettait d'essayer d'équilibrer l'offensive militaire du Hamas contre Israël et la guerre en réplique menée par Israël contre Gaza. Je crois que les choses sont infiniment plus compliquées. Il faudrait étudier toute l'histoire du conflit depuis 1918 pour comprendre quelque chose à ce conflit. Aujourd'hui, je crois que ce qui est fondamental, c'est que Israël révèle une fracture de plus en plus profonde entre l'occidentalisme et le reste du monde. Un reste du monde qui se regroupe dans les BRICS et dans le Sud global. Bien sûr, c'est un mouvement encore tout à fait hétérogène, avec plein de contradictions. Entre l'Inde et la Chine, par exemple, les relations sont difficiles, mais il y a un point commun à tous ces États, c'est qu'ils ne veulent plus de l'hégémonie occidentale et qu'ils ne veulent plus être dominés par des puissances occidentales qui ne leur font pas de cadeaux. Je pense que ça fait partie encore de ce que l'offensive israélienne révèle dans cette situation qu'elle mène depuis le 7 octobre 2023 particulièrement. Pourquoi la France rechigne-t-elle, selon toi, à reconnaître l'État de Palestine dans ce cas? La France, malgré les fortes affirmations, auto-affirmations de Macron sur son autonomie vis-à-vis de tout le monde et sur ses prétentions de pouvoir personnel, fait du suivisme à l'égard des États-Unis, qui est le filet de sauvetage de l'Occident, quoi qu'il se passe et quoi qu'on pense. Aujourd'hui, les États-Unis jouent un jeu très ambigu avec la question palestinienne et israélienne, puisqu'elle fournit l'argent et les armes à Israël, tout en lui demandant une certaine modération, ce qui est le comble. Et la France fait pratiquement la même chose, à sa manière et plus modestement. Je crois que ce qui est quand même rassurant et sécurisant tout de même, c'est que la solidarité avec la Palestine s'est élargie devant le martyrologue que subit le peuple palestinien. Je crois que la question était en train de s'enliser et elle allait mourir avec les accords Abdallah entre les États arabes et Israël. Et tout a rebondi avec cette offensive du Hamas, même qu'on le qualifie de terroriste ou pas. C'est le Hamas qui a le mérite d'avoir relancé la question, y compris avec le massacre qu'il a réalisé le 7 octobre. Aujourd'hui, le Sud global, je crois, est pratiquement convaincu dans son unanimité à l'encontre d'Israël. Mais en France aussi, il y a des éléments encourageants. Moi, j'avoue que je me réjouis que les étudiants de Sciences Po Paris, qui ne sont pourtant pas prédestinés à être très progressistes, se sont fortement manifestés à l'occasion de la question palestinienne. Moi, je me réjouis aussi que les femmes des cités, notamment musulmanes, en grand nombre dans les manifestations, se sont manifestées, se sont affirmées, notamment à Nice, par exemple. On les a vues très nombreuses dans la rue. Que des personnalités comme Dominique de Villepin viennent à la fête de l'humanité pour dire que la Palestine est un scandale, que la guerre qui est menée là-bas est inimaginable et inconcevable, et qu'elle mérite des sanctions, qui rappelle que l'ONU est une force vive qui devrait envoyer une force d'intervention. Je me réjouis que des organisations comme Médecins sans frontières militent activement à Gaza même et se manifestent dans les chaînes de télévision de manière très radicale. Ce n'était pas toujours le cas de ces ONG. Je me réjouis que l'ONU s'affirme pour une fois de manière très nette et très claire, avec un secrétaire général qui pour une fois est extrêmement radical et rappelle la réalité du droit. Les droits de l'UNRWA qui entretient et administre depuis 1949 l'ensemble des réfugiés palestiniens et qui
connu elle-même des victimes et qui est menacée de disparition si les choses continuent. Je me réjouis que la Cour pénale internationale mette en cause Netanyahou. Je me réjouis que la Cour internationale de justice annonce des sanctions contre le génocide qui se prépare, qui se réalise plutôt actuellement à Gaza, et que une large partie de la gauche, à l'exception sans doute de la droite du PS, reste pour le moment solidaire en faveur de la cause palestinienne. Tout cela, c'est positif, c'est relativement nouveau. C'est une des rares questions qui tente à faire de plus en plus l'unanimité dans un pays occidental. L'unanimité, pourquoi? Pour le droit à l'autodétermination, puisque Israël manifeste un esprit colonial et une pratique coloniale systématique. Elle n'est pas le seul, puisque aujourd'hui, par exemple, la France, en Nouvelle-Calédonie, a exactement les mêmes réactions en manipulant le droit et en manipulant le peuple kanak. Je crois qu'en fait, Israël n'a jamais eu l'intention de céder quoi que ce soit à son territoire, à partager quoi que ce soit. Et j'ai eu la chance de rencontrer, dans les années 80, Arafat à Tripoli, en Libye. Nous étions 2 ou 3 à l'interviewer, et c'était en face à face pendant un certain moment. Et Arafat a dit tout simplement je me suis trompé à Oslo. J'ai cru véritablement qu'il y avait là une porte ouverte pour régler la question, et je me suis trompé. D'abord, j'ai trouvé que c'était très rare qu'un homme politique de cette envergure fasse son autocritique. Je ne connais pas ça dans mon parti, malheureusement. Jamais dans l'histoire occidentale non plus, j'ai entendu un chef d'État dire qu'il avait commis une erreur. Ce sont véritablement de Superman indispensables à la nation, et ils font le don de leur personne à la nation, comme disait le maréchal Pétain. Je crois qu'Arafat avait reconnu qu'il avait été conduit comme une large part de l'opinion internationale à penser que le compromis était possible. Je crois qu'il n'y a pas avec Israël de possibilité de compromis. Même la gauche israélienne a presque disparu, alors qu'elle était une réalité durant une certaine époque, et qu'elle a sans doute joué aussi un jeu négatif dans la mesure où elle a fait croire qu'il y avait une possibilité réelle de changement dans sa politique. En fait, il n'y avait que quelques personnalités qui étaient d'un grand courage. Moi, je veux leur rendre hommage, parce que j'ai rencontré en Israël des avocats notamment qui défendaient les Palestiniens, qui avaient dans leur salon d'attente d'ailleurs presque exclusivement des Palestiniens, et qui étaient d'un courage absolu. Je pense à Félicia Langer, qui était à l'Association internationale des juristes démocrates, qui était une avocate d'origine allemande, qui s'était installée après la guerre en Israël, et qui est repartie mourir après sa retraite en Allemagne parce qu'elle ne pouvait plus tenir le coup en Israël, sous la menace et les pressions de toute nature qu'elle subissait, et puis d'une tendance qui se voulait plus radicale, Léa Tsebel, qui était une autre avocate aussi très armée de courage, et qui défendait aussi la cause palestinienne. Il y avait donc des personnalités d'un très haut niveau et d'un très grand courage et d'une très grande persévérance dans une situation personnelle épouvantable. Parce que c'était presque aussi dur, sinon plus, que celle des Palestiniens eux-mêmes. En fait, ce qui fait du bien, je pense, c'est que on se préoccupe à nouveau de l'égale souveraineté des États, qui est une disposition fondamentale de la Charte des Nations Unies. Cette égalité souveraine, elle est une nécessité, et le peuple palestinien, comme tous les peuples du monde, comme le peuple kanak et bien d'autres, ont droit à leur souveraineté et sont responsables devant leur propre peuple quand ils sont des dirigeants. L'ingérence à la Kouchner et autres, c'est, je crois, terminé dans l'esprit, il reste à le mettre en œuvre. Et c'est une autre bataille qui commence, mais avec des armes plus solides, je pense, des armes théoriques, plus affirmées, plus confirmées dans l'opinion, au moins de celle des militants les plus actifs. Justement, dans ce sens-là, la Palestine récemment dispose donc d'un siège à l'ONU. Ce fait est-il davantage que symbolique, selon toi? Bien sûr, il est très important que des États, et de plus en plus nombreux, il y en a quelques-uns qui se sont
décidé à reconnaître l'État palestinien ces derniers temps. C'est très important pour l'opinion publique de reconnaître que le peuple palestinien a droit à la vie, tout simplement, comme tous les peuples du monde. Et ce qui m'a paru scandaleux dans cette dernière période, c'est que les médias et les droites se sont plus battus sur les mots que sur les faits. La guerre des mots, moi, a été, je trouve, un phénomène aberrant dans l'opinion publique française. Quand on a débattu sans fin sur la nature du Hamas, par exemple, c'est-à-dire terroriste ou pas, alors que pendant ce temps, des dizaines de milliers de gens étaient massacrés. Et finalement, le procès de la gauche, au moins d'une certaine gauche, a été fait au nom de certains mots, alors que la droite couvrait, sans préoccupation particulière, un massacre parmi les importants depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve que c'est vraiment un paradoxe, et ça montre peut-être une sorte de décadence et de pourrissement de l'Occident, où finalement le verbe finit par l'emporter sur la réalité concrète, ce qui est peut-être le symbole d'une certaine fin, d'un certain monde. Et nous sommes dans une période grise, peut-être de transition, qui fait que peut-être le nouveau monde n'est pas né encore, mais le vieux est en train de mourir. Et justement, le Yémen a été un des premiers acteurs étatiques à faire preuve d'une solidarité totale avec la lutte palestinienne. L'Afrique du Sud a été la première à recourir au droit international. Le gouvernement du Nicaragua, lui, a été le premier à déposer une requête officielle auprès de la Cour internationale de justice en s'associant au procès pour le génocide intenté par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël. Et donc le Nicaragua a même déclaré que le gouvernement d'Israël est en train de devenir un État incompatible avec la communauté des États qui composent les Nations Unies. Leur criminalité suprémaciste est sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. La communauté internationale rejette et condamne ce comportement atroce et méprisable. Donc, selon toi, dans quelle mesure une communauté internationale peut-elle faire contrepoids non seulement au sionisme, mais à l'impérialisme en général? Moi, je crois qu'il suffit de mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité, désormais, puisqu'il y a une résolution qui est contraignante. Je crois que tous les États aujourd'hui sont dans l'obligation juridique et légale d'intervenir, de s'interposer et d'imposer le respect de la légalité internationale à l'État israélien, comme à tous les États du monde. Aucun État pour le moment n'a osé le faire. C'est aussi sans doute la situation ambiguë qui règne aujourd'hui dans le monde entre les occidentalistes et les anti-occidentalistes, mais ça devrait pouvoir être dépassé. Pour le moment, l'ONU manifeste toujours une extrême faiblesse, mais c'est quand même ce qu'il y a de moins pire. Et il faut sauvegarder sa réputation, d'autant plus que jamais l'ONU n'a été aussi radicale dans ses positions à l'égard d'une violation du droit international. Je crois que ce qui trouble particulièrement la situation, c'est l'envahissement religieux de la question. Je crois que chez les Juifs, il y a un dogmatisme hébraïque qui s'est imposé, puisqu'on fonde la légitimité des positions israéliennes aujourd'hui avec Netanyahou sur des réalités approximatives qui ont plus de 1800 ans d'existence, paraît-il. Et du côté des Palestiniens, l'islamisme, qui n'était pas du tout répandu il y a encore quelques décennies, a envahi un peu tous les rouages des organisations, sauf peut-être dans la jeunesse. Et peut-être la jeunesse, c'est l'arbitre en ce moment entre le Fatah et le Hamas, et c'est peut-être cette jeunesse qui va fabriquer de nouvelles structures, de nouvelles organisations pour l'emporter demain ou après-demain. Mais j'avoue que les visites que j'ai faites en Palestine il y a quelques décennies, c'était sans doute un des pays arabes les plus laïques qui soit à l'époque. Il est devenu un pays comme les autres dans le monde arabe, c'est-à-dire très fortement marqué de l'islam, qui a été néanmoins un facteur de rassemblement dans une société très fractionnée en raison précisément des divisions imposées par Israël aux citoyens palestiniens. Il y avait autrefois, par exemple, des progressistes palestiniens qui étaient au FPLP ou au FDLP, qui avaient un foulard non pas noir et blanc, mais rouge et blanc. Je me souviens très bien, l'un d'entre eux qui m'avait fait visiter un camp, qui aujourd'hui a été bombardé, en Cisjordanie,
me disait, moi je ne porterai jamais le foulard noir et blanc. Il y avait des clivages, il y avait des ruptures, mais chacun savait où il était, dans un cadre parfaitement laïque. Aujourd'hui, tout cela a fusionné à l'intérieur précisément de l'islam, mais il faut comprendre ce qu'il en est. L'islam, comme en Algérie d'ailleurs, comme pour le FLN, a été un facteur de rassemblement, de rapprochement, d'affirmation de l'identité palestinienne, parce que les organisations soit étaient écrasées, soit avaient failli. Et donc, il faut essayer de comprendre comment les mécanismes se développent dans la réalité sociologique. Et justement, peut-être donc Israël a récemment bombardé le Liban, il bombarde aussi la Syrie depuis plusieurs années, et puis particulièrement depuis le 7 octobre. Selon toi, dans quelle mesure l'idée du panarabisme peut-elle réémerger dans ce contexte de forte déstabilisation au Moyen-Orient? Alors moi, je crois que le panarabisme comme le panafricanisme sont en train de s'interroger, de se questionner et de peut-être sans doute de renaître. En Afrique, c'est assez très net avec la Confédération des pays du Sahel qui vient de se constituer, avec un rejet radical de la France. On peut imaginer que les peuples arabes ont pris conscience aussi de la situation dans laquelle ils étaient et quelle était la nature des régimes qu'ils subissaient. Je crois qu'aujourd'hui, les États arabes qui ont renoncé aux accords Abdallah d'ailleurs, ce qui est déjà un pas positif, ces États arabes ont peur de leur propre peuple plus que d'Israël, parce que leur propre peuple, je crois, est insusceptible de lâcher les Palestiniens, alors qu'eux l'ont lâché depuis longtemps. Le peuple du Yémen est une originalité, parce que c'est le pays sans doute où les manifestations étaient les plus massives, avec très peu de moyens, alors qu'ils sortent d'une guerre aussi qui a été très difficile. Ils mettent dans la balance les moyens qu'ils ont, et je crois qu'Israël ne s'y trompe pas parce qu'ils sont particulièrement hostiles aux Yéménites, qui ne sont pourtant pas un danger immédiat. Je crois que néanmoins par-dessus tout cela, il y a renforcement, et c'est positif, de la critique des États-Unis, car s'il y a eu un chef d'État lamentable durant cette période, ça a bien été le président Biden, qui a joué tous les jeux à la fois, préoccupé davantage de ses élections que d'Israël évidemment, et que de la Palestine. Mais il faut rappeler aussi des choses, tout comme Obama, tout comme Bush, tout comme tous ceux qui ont précédé et qui ont joué ce jeu de balance pour essayer de ne pas s'aliéner les peuples arabes, tout en soutenant inconditionnellement Israël. Ce jeu combiné de pratiques est insupportable pour les citoyens. Et je crois que c'est l'Occident et les dirigeants qui là relèvent du monde des tricheurs. C'est le mot vraiment qui me revient en permanence, encore aujourd'hui avec les manipulations du pouvoir parisien, du pouvoir français, des tricheurs. Dans tous les domaines, ils manipulent le droit, ils manipulent les opinions, ils manipulent l'argent. Ouais. Ils spéculent dans tous les domaines pour une seule raison, c'est conserver le pouvoir et conserver la domination et l'exploitation. Et même leurs appels à la modération sont des manipulations. Lorsqu'ils appellent à la paix, ils n'en ont que faire. Leur préoccupation, c'est de durer et de faire durer leurs alliés. Et c'est le cas dans les relations entre les États-Unis et Israël. Et donc le premier responsable de cette guerre, de ce massacre, tout autant qu'Israël, ce sont les États-Unis. Et le clivage aujourd'hui dans l'opinion devrait être anti-atlantisme et pro-atlantisme. C'est un clivage sérieux et décisif. Et je trouve que nos hésitations et les leçons que l'on donne parfois aux Chinois, aux Russes, aux Iraniens, etc., sont à la fois fondées et complètement aberrantes. Bien sûr qu'elles sont fondées, mais aucun régime actuellement n'est satisfaisant, et la situation globale en est principal responsable. Néanmoins, on doit choisir entre, par exemple, les résistants et les partisans qui, pendant la guerre, commettaient des abus, des excès inutiles, et les nazis, pour qui c'était systémique. Et je pense que on doit aujourd'hui essayer de concevoir que le monde n'est pas un salon où l'on pose. Le monde est une société difficile, pleine de contradictions, mais au sein de ces contradictions, il faut surnager et voir le monde ce qui est essentiel.
la vie politique, je crois que c'est la lutte pour ce qui nous paraît essentiel, ce qui nous paraît fondamental, et le reste, malheureusement, pour le moment, est encore secondaire. Rappelons-nous que Marx disait qu'on était encore en préhistoire, nous sommes en préhistoire. Pour rester sur les pays arabes, d'après toi, dans quelle mesure ces pays-là se divisent toujours en deux camps, aux visées politiques opposées dans le contexte de l'anticolonialisme de la guerre dite froide, avec d'un côté les pays proches de l'URSS, Libye, Syrie, Algérie et Égypte, et de l'autre plus favorable aux USA, justement, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Maroc. Bon, chaque peuple, chaque pays a son histoire coloniale qui n'était pas la même, ses intérêts qui ne sont pas les mêmes, puisque certains sont des pays pétroliers, d'autres ne le sont pas, que le pétrole c'est décisif. Ça a été décisif pour l'Occident, ça l'est un peu moins aujourd'hui pour les États-Unis qui ont leurs propres ressources pétrolières, mais je pense que si on faisait un clivage entre pays pétroliers et pays non pétroliers, on verrait déjà apparaître un certain nombre de choses, sans parler de la Jordanie qui, elle, est un peu particulière puisqu'elle a été toujours la base de l'influence occidentale dans la région. Mais je pense que les choses sont en train de bouger. L'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., qui participent au Sud global, manifestent une mutation importante. Je pense que c'est lié à l'évolution de leur propre opinion populaire, qui menace donc l'ordre établi chez eux, et puis à un sentiment peut-être que l'Occident, il y en a assez. Je crois que même les régimes les plus autoritaires et les moins populaires sont aujourd'hui saturés, notamment en Afrique, ce que je connais un peu plus, de cette hégémonie française, américaine, anglaise, etc., qui ne cesse depuis pratiquement le début de la colonisation. Ils en ont marre. Chez les étudiants, c'est tout à fait typique. Je me souviens très bien quand je faisais cours en Afrique il y a 30 ou 40 ans, un prof français même qui n'avait aucune célébrité était entendu comme un messie. On l'écoutait, il devait enseigner la vérité, c'était sûr. Les dernières fois où je suis passé en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au moment de la crise avec Gbagbo, il fallait que des collègues africains me protègent un peu quand je visitais les universités pour ne pas être conspué. Et ils avaient raison. Parce que désormais, le français, c'était celui au contraire qui venait les manipuler et non plus celui qui enseignait la vérité. Et je pense que les choses ont bien changé, notamment dans la jeunesse, qui en a marre. Et quand on leur dit « attention aux Russes qui vous manipulent à leur tour », ils disent « on s'en fout pour le moment, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vous ». Et je pense qu'ils ont raison de passer par cette étape. Je pense qu'elle est inévitable. On a vu que l'Arabie Saoudite avait candidaté aux BRICS, notamment. Oui. Ils se sont également rapprochés de l'Iran par le concours de la Chine. Et donc, d'après toi, est-ce que le rapport de force de ces BRICS donc, pourrait-il acter la fin de la domination de l'Occident sur le monde? Ce qui est sûr, c'est que pour les Chinois, par exemple, la date de 2049 est une date qu'ils entendent célébrer de manière très positive, puisque la route de la soie commencera à être une réalité avancée. Je crois que la Chine a une politique, depuis toujours dans son histoire, très progressive et très lente et très prudente. Je me souviens quand les Soviétiques et les Chinois négociaient des problèmes de frontières, les Soviétiques que je connaissais me disaient « ils sont insupportables ». Ils arrivent à 10h, à 10h10, ils disent par exemple aux négociateurs en phase 2, pour aujourd'hui ça suffit, on verra demain. Les Chinois ne sont pas pressés, à la différence du monde occidental qui est toujours en état d'urgence et qui vont vite sans savoir où ils vont. Les Chinois, je crois à l'inverse, savent où ils veulent aller, mais ils y vont prudemment. Par exemple pour Taïwan, je ne suis pas sûr du tout qu'ils aient la moindre intention d'une agression militaire, mais je crois que par contre, ils attendent d'être en rapport de force économique suffisant pour pouvoir peser de manière définitive sur la population et l'opinion, y compris des hommes d'affaires de Taïwan. Exactement comme ils l'ont fait pour Hong Kong ou pour les enclaves qui appartenaient à l'Occident. Je crois que les Chinois, c'est un autre monde. L'Asie est une autre planète. Ça va être intéressant pour ceux qui vont arriver de vivre une période nouvelle avec peut-être une manifestation
chinoise à l'échelle planétaire. C'est une autre civilisation. Et si vous allez en Asie, vous verrez que on est ailleurs. Et c'est le seul endroit sur la Terre, je crois, où on est ailleurs, comparé à l'Amérique du Sud ou à l'Afrique. L'Afrique, on est presque chez soi, peut-être à cause de la colonisation d'ailleurs. Le Maghreb, même chose. Pas en Asie. Ni au Vietnam, ni en Corée, ni en Chine. Et ça peut être intéressant de vivre cette nouvelle époque, une nouvelle ère, qui ne sera plus occidentale, mais qui sera asiato-planétaire. Donc on voit bien qu'il y a différents points de tension au niveau planétaire, que les conflits que cause l'impérialisme ne se situent pas qu'à Gaza. Donc tu l'as bien noté, c'est ce rift mondial atlantiste, donc ne signifie-t-il pas le grand effondrement de l'OTAN, son barreau de déshonneur pour ainsi dire? La capacité du capitalisme est quand même étonnante. Ce qui est sûr, c'est qu'on a cru à plusieurs reprises dans l'histoire que le capitalisme avait fini son règne, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je crois que le capitalisme a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup d'armes. Le budget militaire américain est 10 fois supérieur à celui de la Russie, ce qui est pas mal. Pour le moment, je crois qu'on ne peut pas faire de prophétie à ce propos, il me semble. Ils ont une capacité d'imagination et de relance difficile à prévoir. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire l'histoire va finir demain ou après-demain. Ce qui est sûr, c'est que le combat continue et se poursuit. Je crois que ce qu'il faut prendre conscience, c'est que nous sommes effectivement une période de transition, mais quelle est la période historique qui n'est pas de transition? Toutes les périodes historiques sont transitoires, je crois. Mais il semble bien qu'il y ait quand même une page qui se tourne. Mais elle peut se tourner sur 100 ans, sur 20 ans, sur 6 mois. On ne peut pas savoir quels sont les événements qui peuvent se produire. Si par exemple une guerre nucléaire, même localisée, existait, se produisait, quelles seraient les conséquences? Quels seraient les phénomènes de ralentissement ou d'accélération? On n'en sait rien. Il peut y avoir des crises financières imprévisibles aussi. Et il peut y avoir de multiples phénomènes qui se posent, de nouvelles innovations technologiques, de nouvelles formations politiques, etc. etc. Ça, on en aurait bien besoin. Ce qui me paraît clair, c'est que l'Occident est en train d'évoluer vers des néofascismes qui cherchent à s'inventer actuellement. Des néofascismes beaucoup plus sophistiqués que les fascismes des années 30. C'est pour ça que beaucoup de gens ne les reconnaissent pas d'ailleurs, et n'en prennent pas conscience. Et qu'inversement, les régimes autoritaires s'interrogent sur la contradiction entre efficacité et démocratie. Efficacité socio-économique et démocratie. Et puis sur qu'est-ce que c'est que la démocratie? Un dirigeant chinois qui était passé à Paris il y a 2-3 ans, je crois, avait dit, pas le numéro 1, mais je ne sais plus lequel, avait dit à une réponse à un journaliste qui lui posait la question « Qu'est-ce que vous pensez de la démocratie française ?» Il a dit « Les démocraties autoritaires sont très intéressantes. » Et je crois que nous sommes là aussi dans les démocraties dites illibérales. L'Occident a inventé une notion comme ça pour ne pas parler de néofascisme. Mais je crois que ce qui est vrai, c'est que l'Occident cherche un nouveau régime plus autoritaire et moins ouvert à toutes les oppositions qu'aujourd'hui et qu'autrefois, alors qu'en Orient, si on peut dire de manière large, on fait une recherche en sens contraire, dans le cadre qui est le nôtre, disent les Chinois, disent les Vietnamiens, etc. Qu'est-ce qu'on peut inventer pour être plus ouvert et donc plus efficace? Et je pense que les deux mouvements sont contradictoires, mais qui sont significatifs. Et justement, Israël est un bon exemple dans cette matière de réactionnarisation, comme tu l'as dit, puisque c'est à la fois quelque part quelque chose d'assez archaïque, un colonialisme vraiment à l'ancienne, on va dire, vraiment, comme tu l'avais dit, brut de décoffrage, et puis en même temps un laboratoire pour réinventer des nouvelles formes de fascisme, etc. Et donc, quel lien est-ce que toi tu ferais entre le conflit en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient de ce point de vue-là? Zelensky ayant lui-même déclaré qu'il voulait bâtir ce qu'il appelait un grand Israël en Europe de l'Est. Oui, c'est sûr qu'Israël est en train de devenir un modèle, une référence pour l'Occident, où l'on peut combiner une démocratie pour certains, qui pratiquera en même temps
un fascisme pour les autres. Mais cela, c'est pas tellement nouveau. Si on se souvient bien, la Troisième République, où des acquis démocratiques avaient été conquis, en France métropolitaine, était aussi le régime le plus colonial qui soit, et le plus autoritaire et arbitraire et fascisant dans ces colonies. Et l'on ne peut pas juger de la politique française durant toute la Troisième République ou la Quatrième, sans prendre en considération les contradictions qu'il y avait entre le régime colonial et le régime métropolitain. Le diviser en deux en disant que la France était une république, une démocratie, en oubliant qu'il dominait des peuples de manière la plus autocratique qui soit, voire la plus raciste. Et je crois qu'on en est un petit peu là aujourd'hui. Une image me vient immédiatement à l'esprit, je crois pour terminer, c'est le mur construit en Israël, qui sépare les Palestiniens des Israéliens. Ce mur est extraordinaire quand on le voit de près. C'est un mur qui a été construit parfois à l'intérieur même de la propriété de propriétaires fonciers palestiniens. C'est-à-dire que pour passer dans son jardin, un Palestinien doit faire ouvrir une porte par des soldats israéliens. Et l'un d'entre eux m'a raconté que donc, tous les matins, ces oliviers qu'il allait cultiver étaient de l'autre côté du mur, en face de sa maison. Donc il avait une partie de son terrain devant sa maison et une autre partie de l'autre côté du mur. Il y avait une porte qui avait été ouverte avec des militaires qui gardaient la porte. Ces militaires sont restés un moment et au bout d'un moment, m'a-t-il dit, ont commencé à se fréquenter et à sympathiser. Ce sont des jeunes appelés souvent. Et donc ils m'ouvraient la porte facilement. Et devant l'évolution de la situation, ces jeunes soldats ont été remplacés par d'autres beaucoup plus radicaux qui, au contraire, contrôlaient eux-mêmes et de manière arbitraire l'ouverture de la porte pour aller dans le terrain, pour pouvoir passer dans le terrain du propriétaire. Et ce mur qui est très haut et très élevé et qui a une allure assez étonnante quand on la voit notamment d'en haut dans certains coins du pays, ce mur c'est aujourd'hui non pas Berlin-Est qui l'a construit, mais c'est l'Occident tout entier. Et regardez le mur entre les États-Unis et le Mexique, les murs que veulent construire les Polonais, Sahraoui aussi, etc. Enfin, partout, des murs apparaissent, mais c'est l'Occident qui les construit. Je pense que c'est peut-être le signe de ce qu'on avait dit, une sorte de politique d'apartheid à l'échelle planétaire, avec des murs qui permettent d'essayer de conserver l'eau, la terre, le pétrole, les minerais, de manière à durer. Et je pense qu'aujourd'hui, regardez la politique de Macron vis-à-vis de ce qui s'est passé aux dernières élections. La préoccupation du système, c'est de durer, sous une étiquette ou sous une autre, avec des hommes ou d'autres hommes, avec un drapeau ou un autre, peu importe, durer. Et je pense que c'est le signe précisément d'un déclin, d'une décadence qui peut-être est en train de tourner une page de l'histoire. Donc pour les perspectives sur ce conflit au Moyen-Orient, certains se posent la question sur la solution à deux États qui est souvent évoquée dans le débat public. Or, cette solution ne trahit-elle pas, selon toi, un aveu tacite de la victoire de l'apartheid religieux et de la séparation des hommes? Quand on parle de perspective pour la question palestinienne, on se dit qu'il va falloir sortir d'une situation quasi inextricable. Et la politique d'Israël aujourd'hui accroît cette complexité peu concevable jusque-là. On imaginait depuis longtemps comme solution raisonnable l'existence de deux États, un palestinien, un juif. Israël n'a pas cessé de grignoter le problème, de le ronger, de le détruire, au point aujourd'hui de le rendre difficilement concevable. Bien sûr, ça paraît tout à fait raisonnable de confier un territoire à un peuple et de permettre donc aux Palestiniens de vivre dans leurs frontières, comme les Israéliens d'assurer leur survie à l'intérieur d'un territoire déterminé. Mais lequel, comment les fixer, comment imaginer qu'Israël acceptera cette solution alors qu'elle n'a rien accepté depuis 75 ans? À moins que les États-Unis et les grandes puissances et l'ONU et les États du tiers-monde interviennent directement dans le sujet, ce qui peut être concevable. Comment imaginer qu'il puisse y avoir une sorte de négociation pour créer deux États? On peut imaginer, inversement, un régime absurde à la sud-africaine, un État israélien
qui supporte une population de seconde zone, les Arabes. Ça ne sera plus les Palestiniens, ce sont des Arabes, sous-citoyens, moins bien payés dans leurs activités économiques, qui durera ce que ça durera. Et peut-être d'ailleurs, bon nombre de citoyens israéliens considèrent que après nous viendra le déluge, mais peu importe, comme chacun le pense souvent. On peut imaginer aussi inversement un État palestinien avec des citoyens et des Palestiniens et Israéliens et Juifs dotés des mêmes droits. Ça me paraît très difficile à concevoir, car je ne suis pas sûr aussi que le racisme n'ait pas gagné les Palestiniens comme les Juifs. Moi, pour le moment, je vois que la prolongation de la guerre, avec des interruptions périodiques imposées par l'extérieur, on peut imaginer un cessez-le-feu prochain, parce que les Israéliens n'auront plus personne à tuer. On en trouvera toujours, mais ultérieurement. Donc des pauses périodiques dans un conflit permanent qui peut durer encore des décennies. C'est pas une solution très optimiste, mais ça peut tout à fait exister, puisque ça existe déjà depuis 75 ans. Je crois aujourd'hui, les cartes sont entre les mains des grandes puissances, notamment des États-Unis, mais aussi de tous les États du monde, qui sont tous responsables, tous coupables aujourd'hui, et donc tous responsables. Mais tous les citoyens du monde aussi sont responsables. Je ne suis pas sûr encore que les citoyens français soient tous véritablement conscients de cette responsabilité. Ce qui est un fait pour moi, c'est que la question palestinienne occupe une certaine centralité dans les problèmes d'aujourd'hui, parce que cette question est révélatrice de plein d'autres questions dont on a abordé quelques-uns. Je crois qu'il est difficile de faire moins de prophéties pour l'avenir. Tout va dépendre précisément aussi de la mobilisation populaire, comme dans toutes choses d'ailleurs. Pour la question palestinienne, si les peuples arabes se mobilisent davantage qu'ils ne le sont actuellement, notamment vis-à-vis de leur État, si les peuples occidentaux se mobilisent contre la politique américaine et contre la politique de leur gouvernement, qui sont des politiques qui n'en sont pas, des politiques de compromis, de compromission, si tout cela se met en mouvement, évidemment tout peut changer du jour au lendemain ou presque, par la contrainte, par l'imposition à l'État d'Israël de désarmer et de cesser ce massacre qui se poursuit. Mais pour le moment, à l'horizon, il n'y a que des hésitations, des compromis, des cessez-le-feu peut-être, mais pas grand-chose d'autre. Et je pense que c'est l'illustration même d'ailleurs de cette période de transition. Nous sommes tous un pied devant, un pied derrière, la porte entrebâillée mais pas franchement ouverte, des partis qui déclinent, d'autres qui naissent. On est un peu dans une période vraiment d'hésitation, de fluctuation, de difficulté. Et plus que jamais, moi je le crois, c'est ce que je dis partout où je passe encore, c'est l'âge de la formation et de l'apprentissage. Il faut vraiment que, notamment les jeunes intellectuels et les jeunes militants apprennent. Ça me rappelle une citation de Lénine qui disait quelles sont les trois priorités. Premièrement, s'éduquer. Deuxièmement, s'éduquer. Troisièmement, s'éduquer. Hélas, partout, ce n'est pas exactement la question qui est posée. J'entendrai plus souvent élection, qui ne change jamais rien. Ben justement, tu nous as dit que la guerre en ce moment était très révélatrice de plein de problèmes qu'on a abordés ici. Et on a bien vu que Netanyahou avait intérêt à ce que le conflit dure le plus longtemps pour maintenir son pouvoir. Tout comme en France, tu l'as dit, les seules perspectives de nos gouvernements, c'est simplement de péricliter le plus possible, avec donc toute la décadence et la déliquescence que ça implique. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la possibilité d'un mouvement qui viendrait d'Israël lui-même, du peuple israélien, qui en fait d'ailleurs n'est pas reconnu par l'État d'Israël puisque c'est un État juif. On a vu récemment des grèves donc en Israël. Donc, quelle place selon toi
tient ce peuple israélien? La seule chance historique, c'est que chaque peuple se mette en mouvement, c'est sûr. Les dernières grandes manifestations qui ont lieu en Israël sont un signe d'espérance. Simplement, je pense que ce peuple dont les anciens ont souffert particulièrement, ont subi une mauvaise école. Je crois que la bonne école, c'est d'être heureux, notamment quand on est jeune. Avoir été traité par les nazis comme ils l'ont été, fait de leur héritage à tous ces gens une réflexion très difficile. On peut comprendre qu'ils peuvent dire l'essentiel c'est de survivre par tous les moyens, y compris en détruisant les autres. C'est la mauvaise école de l'apprentissage de la violence quand on est gosse. Combien de criminels, de délinquants, de prédateurs ont eux-mêmes connu dans leur enfance les difficultés qu'ils ont ensuite eux-mêmes pratiquées. Les violeurs aujourd'hui disent cela en permanence pour se défendre, c'est parfois vrai. Ils ont eux-mêmes subi des atteintes qu'ils ont ensuite reproduites. Je pense que la meilleure école, c'est celle du bonheur et de la connaissance, et du savoir. Il faudra que les peuples, le plus rapidement possible, apprennent, sachent, comprennent. Et je crois que les militants sont là aussi pour ça. Ceux qui sont les plus lucides doivent essayer de dire, non pas de faire la leçon, mais de dire voilà ce que nous on sait, voilà ce qu'on vous propose, essayez d'en faire quelque chose. Donc Robert, tu viens de sortir aux éditions d'Elga un livre qui s'appelle Infrarouge, sous-titré Regard subjectif sur le Parti communiste français, où tu retraces ton parcours au sein de ce parti. Récemment, des membres éminents de la direction nationale du PCF ont eu des sorties assez étonnantes sur le conflit israélo-palestinien, notamment donc Léon Desfontaines, qui avait demandé la levée de l'immunité parlementaire de Rima Hassan et qui avait aussi également condamné unilatéralement le 7 octobre dans la... Oui, moi je crois qu'il y a une logique à cela. Si les préoccupations électorales l'emportent sur tout le reste, il est clair que toute activité internationaliste est un handicap par rapport aux préoccupations à court terme qu'ont les citoyens ordinaires. Il faut renoncer ou presque à des succès à court terme et au court-termisme en général. Je me souviens d'une période dans le parti où les élections étaient préparées en 8 jours sans grande inquiétude. Personne ne se battait pour être candidat et à l'époque on en gagnait quelques-unes des places. Aujourd'hui on se mobilise presque en permanence et on ne le gagne plus. Au contraire, on en perd. Je pense qu'il y a aujourd'hui un décalage immense entre le caractère extrêmement ambitieux du communisme, la dimension universelle et en même temps spécifique dans chaque pays et dans chaque peuple de ce communisme, et puis les capacités et les outils que l'on a entre les mains pour parvenir à cet objectif. Pour moi, l'essentiel n'est pas d'être membre d'un parti, mais c'est la promotion du communisme auquel je pense toujours. Je ne renie absolument rien. Je pense que c'est une solution d'avenir. À défaut, le monde continuera comme il va actuellement. Il peut changer. Il y a une chance de changer avec de nouvelles structures, avec des hommes nouveaux qui établiraient de nouveaux rapports humains. À défaut, je dis qu'il y aura toujours des guerres, des inégalités, des injustices et un monde de plus en plus malsain. Car le mot malsain me paraît peut-être même fondamental pour les pays les plus développés. Comme d'habitude, dans tous les partis, les directions sont les principaux responsables des fautes commises, pas les militants. Et donc quitter les militants, pour moi, c'était un peu difficile. Je pense que je ne le ferai pas, sauf si on m'y oblige, ce qui peut se produire d'ailleurs. Ils prendront leurs responsabilités. Mais les dirigeants, le peu que je connais, sont largement responsables. Et quand je pense, c'est pour ça que j'ai fait un travail récemment sur le PCI. Et Parti communiste italien. Sur le Parti communiste italien et sur son suicide assisté, notamment par la social-démocratie. J'ai vu quel rôle nocif ont joué les dirigeants, même les grands qui avaient de grandes vertus, mais qui étaient l'objet d'un véritable culte.
Et les derniers qui ont été lamentables et pitoyables, comme la direction Oketo, qui a trahi 1,5 million presque d'adhérents, pour se transformer en un parti qui allait disparaître complètement, et puisque très rapidement, le parti n'a plus rien représenté sous sa forme social-démocrate officialisée. Il était encore communiste de nom, mais il était déjà socialiste. Et c'est les dirigeants qui ont tout décidé, les militants ont suivi, parce qu'ils voulaient rester ensemble, parce qu'ils avaient confiance. Faire confiance n'est pas politique. Ça donne beaucoup à penser dans cette grande période de transformation politique, à la fois à ceux qui militent déjà et puis à ceux qui souhaiteraient s'engager, ils savent à quoi s'en tenir. Il faut s'engager, et ça n'en change. Au contraire, plus que jamais, s'engager et rester critique, et rester libre, de dire ce que l'on pense et de savoir, et d'apprendre à savoir. Mais je crois que ça paraît tout simple, être un honnête homme au XXIe siècle, ça veut dire être un esprit critique, avant tout, basé sur un savoir. Savoir qui peut s'acquérir sur le terrain et dans les livres, mais un savoir. Hein. Par ailleurs, les choses sont tellement compliquées que la spontanéité, j'y crois pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on marque beaucoup à la spontanéité. Oui. Mais l'affectivité, j'y crois beaucoup aussi, mais comme stimulant, pas du tout comme base d'engagement. Stimulant, bien sûr. C'est toujours pour des raisons affectives qu'on se mobilise, d'une manière ou d'une autre, mais sans savoir, c'est vraiment très difficile. Oui. Hier, on a vu à la télévision l'émission sur les consultants internationaux qui travaillent pour les États à la place de l'État lui-même, qui ne fournit plus ses cadres de réflexion. Société de pensée qui donne des consultations intérieures au système et qui sont sûrs au moins de ne pas faire de vagues aux dirigeants qui les sollicitent, qui les commandent. C'est un truc épouvantable. On dépense des millions pour demander aux gens, dites-moi ce que j'attends de vous. Oui, comme McKinsey. C'est McKinsey. Je crois que c'est vraiment... Et eux, ils ont entre les mains tellement d'éléments de connaissances et de savoir qu'ils peuvent manipuler très facilement. Nous, pas. Alors, comment l'acquérir? Je crois que c'est tous les jours qu'il faut essayer de travailler, d'apprendre. Je pense que, par exemple, apprendre à savoir, c'est capital. Enfin, il me semble que tous les jours, on devrait apprendre quelque chose, une ligne, une petite vérité, un petit élément de connaissance qui permettra ensuite de taper plus fort sur ceux qui deviennent insupportables. C'est ce travail qu'on s'attache à mener au Café Marxiste, et puis on espère que cette vidéo aura appris à ses spectateurs de nombreuses choses. Merci beaucoup, Robert. Merci à toi.